Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 11 septembre et à la une de ce journal, pas de hausse du nombre de naissances en 2018 à Mayotte. L'INSEE communiquait ce matin ses dernières données statistiques sur le bilan démographique de l'île. Des chiffres clés représentatifs de nombreux sujets au cœur du débat public. Un taux de mère étrangère de 75%, une mère sur 20 mineure au moment de la naissance de son enfant ou encore une Française sur 10 qui décide d'accoucher hors de Mayotte. Le point sur cette nouvelle étude avec Marion Tellier. Non, le record du nombre de naissances pour l'année 2018 n'a pas été battu. C'est au contraire une légère baisse qui a été révélée par les travaux de l'INSEE. 9 590 naissances ont été recensées, une donnée qui traduit toutefois un taux de fécondité toujours aussi important. Le plus élevé de France avec une moyenne de 4,7 enfants par femme contre 1,8 en métropole. Particularité du territoire, les services de maternité répertorient 75% de mères étrangères, dont 70% d'origine comorienne, 4% de nationalité malgache et moins de 1% de toute autre nationalité. Toutefois, plus de la moitié des enfants nés à Mayotte sont français, un chiffre qui s'explique par une importante mixité des couples au moment de la déclaration de l'enfant. Ce qui est intéressant de voir, souvent on est un peu caricatural, on met les Françaises d'un côté, les étrangères, mais Mayotte c'est un territoire où il y a beaucoup de mixité. Et typiquement, parmi les enfants nés, il y en a un peu moins de 4 sur 10 qui sont nés de parents de nationalités différentes, dont une nationalité française. Donc cette mixité est assez prononcée. Bon, c'est principalement l'homme qui est français dans cette mixité, mais ça représente malgré tout 4 enfants sur 10. Et du coup, en bout de chaîne, la majorité des enfants qui naissent à Mayotte, même si les 3/4 des mères sont étrangères, sont de nationalité française par filiation. Il en ressort que les enfants nés de mères malgaches sont à 86% un père français, un chiffre qui s'élève à 37% pour les enfants nés de mères comoriennes. Une donnée statistique à prendre avec des pincettes puisque perdure la pratique frauduleuse de fausses reconnaissances de paternité en contrepartie d'arrangements financiers. Autre donnée statistique troublante sur le territoire, le phénomène de mères mineures et de très jeunes mères. En effet, une mère sur 20 est ici mineure. Les très jeunes mères sont elles aussi nombreuses. Un constat glaçant, surtout si l'on tient compte de la question suivante. Quel est dans ces circonstances l'âge du père ? Comme l'année dernière, il y a 470 mineurs qui ont accouché. Et parmi celles-ci, on a fait un focus sur les 15 ans au moins, qui sont des très très jeunes femmes, qui sont au nombre de 130. Donc c'est la première chose. Quand on regarde les mineurs dans leur ensemble, on voit que la plupart du temps, le père de l'enfant, c'est un homme majeur. Plutôt moins de 25 ans, mais majeur. Et pour les mères de moins de 15 ans, évidemment, se pose la question de la justice et du côté pénal du rapport entre les deux personnes. À noter également le nombre toujours plus élevé de mères délaissant les maternités de Mayotte pour celles de la métropole ou encore de l'île de la Réunion. Une tendance qui concerne à 86% les Françaises et qui a été multipliée par 2 depuis 2018. C'est donc aujourd'hui plus d'une mère française sur 10 qui décide d'accoucher en dehors de Mayotte. Éducation maintenant. La rentrée 2018-2019 a été agitée à plusieurs égards. Plusieurs personnalités politiques de l'île ont réagi à la violence, mais également au manque de moyens matériels et humains dans les écoles. C'est le cas de Daniel Zaidani, le conseiller départemental de Pamandzi. Lors de la matinale, ce dernier est notamment monté au créneau face au ratio titulaire contractuel. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro de Patrick Millon. Aujourd'hui, je demande à ce que le vice-rectorat, que le recteur, que le vice-recteur mettent les moyens dans les collèges de Mayotte pour que nos enfants aient au moins des livres en bonne et due forme pour pouvoir étudier. C'est vraiment un minimum qu'on peut attendre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une réforme du bac ? Oui. Et que cette réforme va conduire à ce qu'on regarde les notes de première et de terminale qui va composer la moyenne générale lorsqu'on va avoir le bac. Ça va contribuer à 40 ou 50%, je n'ai plus le taux en tête. Mais si, à côté, l'enseignement ou les moyens qui sont donnés à nos enfants ne sont pas équivalents à ce qu'on peut avoir en métropole, on ne va pas s'en sortir. Si vous continuez à avoir un nombre de contractuels aussi important, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Parce que, quand même, un contractuel ne vaudra jamais un titulaire. Disons les choses très clairement. Il y a des très bons contractuels, Daniel. Il y en a des très bons qui se forment sur le tas, Ouais. mais qui se forment sur le tas, comme je le dis. Ouais. Mais il y a des très bons, mais au moins, quand vous savez que nous avons des titulaires, c'est la garantie d'avoir eu la formation Oui, et les acquis bien sûr. nécessaires pour enseigner.
Et on va continuer de parler d'éducation avec notre invité du 19h. Ce soir, nous accueillons Quentin Cède, secrétaire départemental de la CGT Éducation. Quentin, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, vous avez rencontré le vice-recteur très récemment. Avant de revenir sur cette rencontre, qu'est-ce que vous pensez justement des mots du conseiller départemental de Pamandzi sur ces problèmes de matériel finalement dans les écoles, mais aussi matériel, manque de matériel et manque aussi de moyens humains? Alors bien entendu, c'est un point d'ailleurs que nous avons évoqué avec le nouveau vice-recteur. Manque de matériel, on le voit tous les jours et on a des remontées du terrain très précises là-dessus. Alors par rapport au manuel, on nous a signalé effectivement des difficultés dans certains établissements, il faudra faire un point précis. Mais globalement, on a un manque de matériel partout. On parle de livres, parlons par exemple un exemple précis, les CDI. Les CDI dans les établissements de Mayotte, ils sont sous-dimensionnés. Les CDI, ce sont les bibliothèques. Oui, les centres de documentation et d'information. Voilà, et ils sont très sous-dimensionnés. Ce sont souvent des CDI qui correspondent à un petit collège de 300 élèves en métropole. Alors qu'ici, on a des collèges de 2000 élèves, avec des temps d'ouverture, compte tenu du manque de personnel, qui sont très inférieurs à l'amplitude horaire d'ouverture des établissements. Bien souvent, la moitié du temps, les CDI sont fermés. C'est un vrai souci. Par manque de personnel, justement? Oui, par manque de personnel, oui. Alors parlons de cette rencontre avec le vice-recteur, Gilles Albou. Il a accepté de vous rencontrer, de parler de vos revendications, des revendications qui ne sont pas nouvelles. Parlons, avant de rentrer dans le fond, parlons de la teneur justement de ces échanges et de votre impression sur ce nouveau vice-recteur finalement. On sait que Stéphane Martens ne laissera pas une impression intarissable à Mayotte, mais qu'en est-il de Gilles Albou? Il semble volontaire, est-ce que c'est ce qui vous a paru? Alors premier point d'ailleurs, il n'a pas accepté de nous rencontrer, c'est lui qui a souhaité nous rencontrer, donc c'est déjà un premier point, ça veut dire qu'il est attaché au dialogue social, ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Alors nous, vous savez, on n'a pas d'a priori, on n'avait pas d'a priori avant de le rencontrer, ni dans un sens ni dans l'autre. Maintenant, il nous a donné l'impression d'avoir pris le poste, de connaître déjà, de connaître les dossiers, de s'être mis dans les dossiers. Donc c'est une bonne chose. Mais au-delà de sa personne, nous, ce qu'on va juger, c'est pas la personne, c'est pas l'homme, c'est la politique en matière d'éducation. Justement, la politique, en tout cas celle qu'il veut mettre en place, et par rapport à ce qu'il vous a dit, aux réponses qu'il vous a apportées, est-ce que ça vous semble en adéquation ou est-ce qu'il y a encore un décalage, notamment lié effectivement aux investissements sur le territoire? Il y a un décalage énorme, malgré tout, entre les moyens qui sont accordés au vice-rectorat, futur rectorat, dont dispose donc le vice-recteur, et ceux que nous revendiquons, puisque nous revendiquons la CGT Éducation, un choc d'investissement public. Un chiffre que nous avons discuté avec le vice-recteur, le vice-rectorat de Mayotte a un budget annuel de 500 millions d'euros pour un peu plus de 100 000 élèves, ce qui fait un petit peu moins de 5 000 euros par élève. En métropole, la moyenne, c'est 8 500 euros par élève. Donc là, on se pose des questions. Est-ce qu'on a un vrai plan de rattrapage? Sachant que Mayotte est REP+. Sachant que Mayotte est REP ou REP+, pour tous les collèges et tous les établissements du premier degré, sauf les lycées, ce qui est un souci également. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un plan de rattrapage? On nous dit c'est compliqué peut-être aussi de consommer les moyens, mais embaucher des assistants d'éducation, embaucher des personnels administratifs ou techniques, mettre en place des mesures d'attractivité, ça poserait pas de problème en termes de consommation des moyens. Sur ce point-là, qu'est-ce qu'il vous répond, le vice-recteur, sur l'attractivité du territoire? Il nous dit, monsieur le vice-recteur nous a dit qu'il en faisait une priorité. Très bien, sauf qu'on a déjà entendu ça. Et qu'à la suite, on a eu des mesures plutôt contraires. Et est-ce qu'il a justement évoqué des mesures, des choses? Non, il n'a évoqué aucune mesure nouvelle. On parle notamment cette prime d'éloignement, on parle de toutes ces choses géographiques d'éloignement, on parle effectivement de cette prime aussi à l'emménagement. Il y avait toutes ces choses qui existaient, qui ont été un peu supprimées. Des choses qui ont été soit supprimées, en tout cas réduites. Et il y a un vrai déficit d'attractivité aujourd'hui à ce niveau-là, et effectivement, le taux de titulaires a beaucoup baissé. Nous, on a fait des propositions précises. Alors, Zaidani, tout à l'heure, évoquait ce problème-là, c'est-à-dire un taux de titulaire qui, dans le second degré, a certainement dépassé cette année les 50%. On est en dessous d'un collègue sur deux qui est titulaire. Et dans les collèges, on a atteint des taux dramatiques, puisque certains collèges classés REP ont des taux de titulaires inférieurs à 10% aujourd'hui. Vous vous rendez compte, moins d'un collègue sur 10 est titulaire. C'est un vrai souci de vouloir construire un système public d'éducation avec autant de précarité. Alors, pour pallier à ça, pensons qu'il y a trois leviers. Le premier levier, c'est faire venir des collègues titulaires. Pour ça, il faut des mesures d'attractivité précises. On a fait des propositions. Il faut aussi des mesures de stabilisation des personnels titulaires pour qu'ils restent plus longtemps.
Là aussi, il y a des possibilités avec des dispositifs d'avancement ou d'accélération de carrière. Nous avons fait également des propositions. Et puis, il y a un troisième levier, il ne faut pas l'oublier, c'est un plan de titularisation. Parce qu'il y a de nombreux contractuels qui sont excellents et qui mériteraient tout à fait d'être titulaires. Et ce plan de titularisation, il avait été évoqué lors de la présentation du plan de rattrapage, du plan d'avenir pour Mayotte. Ben, depuis, on n'en parle plus. Justement, par rapport à ces contractuels, vous montez aussi au créneau parce que selon vous, bien sûr que cela génère de la précarité, mais au-delà de ça, il y a des problématiques, notamment pour les congés maternité. Et vous avez eu le cas de certains collègues qui n'ont pas été renouvelés parce qu'elles allaient effectivement devoir partir en congé maternité au cours de l'année. Et ça, c'est une vraie problématique que vous avez soulevée. Oui. Et le vice-recteur, justement, a réagi par rapport à ça. Écoutez, il découvrait le dossier. Manifestement. Donc on lui a expliqué, et ça fait quand même 2 ans qu'on travaille sur ce sujet. Et c'est pas évident parce que les collègues contractuels sont précaires et parfois ont du mal à se confier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'une collègue contractuelle, dès qu'elle tombe en congé maternité, elle prend son congé maternité, elle est privée de revenus pendant plusieurs mois. En raison de la lenteur de la CSSM, là c'est encore... Oui, lenteur de la CSSM, puis du vice-rectorat à verser le complément de salaire auquel bien souvent elle a droit. Donc ce que nous revendiquons, c'est ce qu'on appelle la subrogation. C'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que le salaire soit maintenu dès le début. Voilà. Ensuite, il y a le souci des collègues contractuels dont le contrat, ou plutôt le congé maternité, dépasse le terme du contrat. Donc il y a le souci de la réembauche. Nous souhaitons que ces collègues aient une priorité au réemploi systématique sur le poste dans lequel ils occupaient, si bien entendu le poste n'est pas occupé par un titulaire, si c'est possible. Il a été d'accord avec ça justement? Il s'est montré favorable? Il s'est montré favorable à ces points-là, donc voilà, dont acte. Nous, on va voir ce qui se passe. Et je dirais, si les choses vont dans le bon sens, on le dira. Si ça va pas dans le bon sens, on le dira également. Alors on est dans une période de rentrée scolaire. Quels sont un peu vos constats là, par rapport à cette rentrée? Le vice-recteur a voulu être positif en disant que c'était plutôt quand même positif. Effectivement, il y a ces problèmes de violence et c'est vrai que le crime qui s'est produit à Sada a beaucoup occupé l'actualité. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a du positif selon vous ou est-ce que rien n'avance et on est un peu dans les mêmes problématiques, on tourne en rond? Écoutez, moi j'ai jamais vu un recteur ou un ministre dire que la rentrée se passe mal. De toute façon, je pense que c'est un exercice un petit peu obligatoire. Non, bon, évidemment, il y a eu cette tragédie de Sada, mais notre ressenti, c'est qu'on est sur sur la lignée des rentrées précédentes, un peu plus de dégradation des conditions de travail et d'accueil des élèves. C'est ce que vos collègues vous font. C'est ce qu'on voit dans les établissements, puisque en particulier dans le second degré, bon, dans le premier degré également. Dans le second degré, on a beaucoup plus d'élèves, on n'a pas plus de moyens, on manque de salles, donc on a des élèves qui errent dans la cour en permanence. Donc problématique du bruit évidemment dans l'établissement, de la concentration des personnes et au final du risque de violence, oui, c'est une évidence. Alors vous avez effectivement eu cette rencontre, c'était une rencontre importante, c'était la première. Quelle sera la suite un peu? Et j'allais dire, les combats finalement du syndicat de la CGT Éducation pour cette année scolaire 2019-2020, est-ce que vous prévoyez des actions ou est-ce que vous attendez de voir comment les choses vont évoluer et si justement les promesses qui ont été faites seront tenues? On verra, bien entendu. On va voir si les promesses seront tenues, par exemple, sur les congés maternité, si les choses vont dans le bon sens. On verra aussi au niveau de l'attractivité s'il y a des nouvelles mesures qui se mettent en place. Mais des actions, oui, il y en a qui sont déjà prévues dès le 24 septembre par rapport aux retraites. Et ça sera plutôt national, où on est vraiment dans aussi une problématique qui est différente à Mayotte? C'est une problématique nationale, mais qui touche Mayotte de la même manière. Peut-être même davantage Mayotte, la retraite. Quand on connaît, je dirais, à Mayotte, l'espérance de vie, qui est beaucoup plus faible qu'ailleurs en France. On l'a vu 8 ans, notamment, dans les chiffres qui ont été révélés. Donc la problématique de la retraite, elle est essentielle. Et pour les contractuels aussi, c'est une vraie problématique? Alors, il y a la problématique aussi pour les contractuels, notamment avec la retraite complémentaire, qui n'est toujours pas appliquée à Mayotte. Je vous rappelle qu'il y a une ordonnance qui date de 2002 et qui prévoit un accord global avec les organisations syndicales pour permettre un décret qui pourrait permettre la mise en place de l'IRCANTEC à Mayotte. Toujours rien. Là aussi, c'est un souci. Ça fait partie aussi de nos combats pour cette année. Merci beaucoup, Quentin Cède, d'avoir accepté notre invitation. On suivra bien entendu tous ces sujets qui font l'actualité, des sujets importants parce que l'éducation, c'est un sujet très important sur le territoire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et santé, dans votre 19h, autre sujet important. Au 1er janvier 2020, l'ARS Mayotte ne sera plus dépendante de l'ARS Réunion et deviendra une agence régionale de plein exercice, une manière de devenir autonome dans les décisions, mais aussi et surtout financièrement.
18 millions d'euros ont ainsi été alloués au fonds d'intervention régional, un budget 2 fois supérieur au montant de 2017. La future directrice de l'ARS Mayotte a organisé une conférence de presse ce matin pour l'ancienne ministre Dominique Voynet. La tâche s'annonce rude, mais le défi passionnant. Un sujet signé Paul Arthur Avit. Anciennement ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, maire de Montreuil et sénatrice, Dominique Voynet est sur le pied de guerre afin de préparer au mieux le nouveau rôle qu'elle devra incarner d'ici quelques mois, celui de directrice générale de l'ARS Mayotte. Elle est restée plutôt discrète sur les futures missions qu'elle mènera dès janvier, mais elle risque de ne pas chômer durant ces prochaines semaines. Formation des agents, mise à jour des systèmes informatiques, de grands chantiers pour permettre de préparer l'indépendance de l'ARS. Je suis chargée de la préfiguration de la future Agence régionale de santé de Mayotte qui va naître au 1er janvier 2020. Jusqu'à maintenant, la santé à Mayotte était pilotée à La Réunion. À partir du 1er janvier 2020, nous serons complètement autonomes. Ça veut dire que nous exercerons toutes les missions des agences régionales de santé, comme dans toutes les autres régions de métropole ou des départements d'outre-mer. Et nous pourrons prendre nos propres décisions, défendre nos dossiers à Paris et gérer notre propre budget et nos personnels. Une indépendance qui permettra une plus grande force à l'agence en charge de la santé publique sur l'île. Un travail à faire à l'ARS qui ne va pas seulement concerner les locaux et le personnel de l'agence, mais en priorité les missions pour aider la population. J'ai reçu une lettre de mission de la ministre de la Santé qui m'a dit avec insistance qu'elle souhaitait juger notre travail d'abord sur l'impact de celui-ci sur la santé des habitants de Mayotte. On n'est pas là pour faire fonctionner une administration de plus, même si on va le faire sérieusement. On est là d'abord pour améliorer la santé des Mahorais, pour améliorer l'offre de soins, pour qu'on puisse mieux répondre à leurs besoins, développer des services qui n'existent pas encore, mieux assurer ceux qui existent, renforcer l'attractivité pour les professionnels de santé de Mayotte et améliorer leurs conditions de travail. Avec 18 millions d'euros alloués au fonds d'intervention régional, bras armé de l'ARS, budget 2 fois supérieur au montant de 2017 et 17 postes supplémentaires, l'ARS va avoir les moyens pour des missions de plus grande envergure. Il faudra attendre 2020 pour voir l'évolution de l'agence avec sa mission de faire évoluer le territoire. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité avec notamment une nouvelle compagnie aérienne locale ou encore Mamoudzou, lauréate du label Cité éducative. Au montage, Leslie Vimenet. Cette semaine, plusieurs maires de l'île ont adressé une lettre commune au président de la République concernant l'urgence que représente la création de la piste longue à Mayotte ainsi que l'ouverture du ciel mahorais à la concurrence. Cette lettre a été signée par l'ensemble des édiles à l'exception de 2 d'entre eux. En effet, les signatures de Saïd Omar Wali, maire de Dzaoudzi l'Abattoir, et de Rouka Hadji, édile de Chirongui, manquent à l'appel. Pour le collectif intersyndical de Mayotte qui a réagi par voie de communiqué, ils choisissent clairement la courtisanerie et la République en marche avant Mayotte. Le collectif ajoute, je cite, « Le naufrage de notre île est aussi la conséquence du choix de certains de nos élus de faire passer leurs intérêts partisans avant ceux de notre île. Politique minable qui nous enfonce tous, élus et électeurs, chacun doit prendre ses responsabilités pour tirer Mayotte vers le haut. Nous ne laisserons pas passer ces petites lâchetés et ne cesserons de nous battre pour l'intérêt général. » Aérien toujours, une nouvelle compagnie aérienne devrait arriver à Mayotte d'ici la fin de l'année. En effet, AB Aviation, compagnie aérienne basée aux Comores, va lancer d'ici la fin de l'année une nouvelle compagnie afin de proposer des liaisons régulières et directes entre Mayotte et la Réunion. 2 millions d'euros ont été investis afin de bloquer des Boeing 737-400 qui seront loués pendant 3 ans à la compagnie grecque Air Méditerranéan. 4 vols aller-retour par semaine seront proposés dans un premier temps. Les prix devraient osciller entre 350 et 450 euros avec une consigne bagage de 2 fois 23 kg par personne. Côté employés, les avions seront pilotés par les pilotes d'Air Méditerranéan. Tout le reste du personnel sera sous les couleurs de cette nouvelle filiale dont le nom devrait être connu samedi prochain. A noter que 30 nouveaux emplois vont être créés dès novembre. En 2020, l'objectif serait de proposer 2 vols par jour et ce 7 jours sur 7.
80 communes viennent d'être désignées comme lauréates du label Cité éducative pour faire des quartiers défavorisés des lieux de réussite républicaine. Le 5 septembre dernier, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement, ont annoncé que le chef-lieu de Mayotte serait bénéficiaire du dispositif qui vise à renforcer les prises en charge éducatives pendant le temps scolaire et périscolaire. Mamoudzou va ainsi bénéficier d'un coup de pouce financier. En effet, sur 3 ans, le gouvernement accompagnera les territoires sélectionnés avec près de 100 millions d'euros de budget. Dès cette année, la première enveloppe sera délivrée à chaque territoire lauréat. En ce qui concerne les objectifs, le premier vise à conforter le rôle de l'école en encourageant l'ambition scolaire ou encore la coopération avec les parents. Ce label doit également promouvoir la continuité éducative grâce au déploiement d'activités culturelles et sportives. Enfin, il doit ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire multiplier les opportunités d'ouverture et de mobilité sur le monde extérieur. On termine cette édition avec le 8e Salon du tourisme et des loisirs prévu les 14 et 15 septembre 2019. Vendredi et samedi, les visiteurs pourront parcourir les plus de 75 stands qui prendront place aux abords du comité du tourisme. Cette année, la thématique n'est autre que la gastronomie. Ce matin, nous recevions le directeur du CDTM. Ce dernier est revenu sur l'événement et sur les perspectives d'avenir pour le tourisme à Mayotte. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vimunet. J-2 avant l'ouverture du Salon du tourisme et des loisirs. Pour cette 8e édition, les organisateurs ont choisi pour thème la gastronomie locale et revisitée et espèrent battre de nouveaux records d'affluence. Juste 2 chiffres. Ouais. Nous avons commencé le premier Salon du tourisme de Mayotte. En 2012, nous avions à peu près une 50aine d'exposants, moins de 10 000 visiteurs. L'année dernière, en 2018, pour la 7e édition, nous avions 75 exposants et plus de 25 000 visiteurs sur 2 jours. Vous vous rendez compte? Donc, c'est bien la preuve que ça a évolué. Exactement. Et que la notion de tourisme sonne différemment aujourd'hui dans nos oreilles, en fait. Hein. Exactement, mais le chemin est encore long. Oui. Il faut que tous ensemble, on participe à sensibiliser, à informer, à pratiquer le tourisme pour que l'activité puisse, notamment en période où il y a des crises, en période où les touristes extérieurs ne viennent pas, on puisse donc pratiquer du tourisme à Mayotte et permettre à ceux qui ont investi dans ce domaine de pouvoir s'en sortir. Comme chaque année, des exposants venus de Majinga, Diego, Nocibé ou encore des Comores seront présents. Les offices de tourisme des intercommunalités auront également leurs propres stands et leurs propres animations. Par ailleurs, des applications sur le tourisme et la restauration seront également présentées. En effet, l'idée de ce salon est aussi de donner envie aux résidents de participer au développement du tourisme local. On invite les Mahorais, les résidents à venir découvrir ce que Mayotte est capable de proposer aujourd'hui pour que demain, en partant à l'extérieur, parce qu'on s'est rendu compte que environ 150 000 résidents partent à l'extérieur, prennent l'avion, partent à l'extérieur chaque année. Et sur ces 150 000 résidents, 58% partent pour justement du tourisme et des loisirs. Et donc, c'est des ambassadeurs de Mayotte. Et il faut commencer par connaître bien Mayotte. Juste un chiffre, à La Réunion, vous savez, la population locale, résidente, dépense 700 millions d'euros dans le tourisme. Localement, donc. Localement, loin derrière les visiteurs extérieurs qui ne dépensent que 400 millions. La population mahoraise possède un grand rôle à jouer dans le développement de ce secteur d'avenir. Et si les difficultés sont nombreuses, les motifs d'espoir le sont également. Mayotte est en plein développement, est en plein boom. Ouais. Et donc, un développement ne peut pas se faire sans des difficultés. Évidemment. Sinon, ça ne serait pas un développement. Sinon, on ne se poserait pas les bonnes questions. Oui, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Forcément. Mais il faut poser les bonnes bases. Un exemple rapidement, si vous me le permettez. Rapidement. Tout le monde rêve de Maurice en disant qu'ils ont réussi leur développement touristique et tout ça. Mais à Maurice, le tourisme profite avant tout aux investisseurs extérieurs, pas directement aux locaux, à part d'être employés. Nous avons l'opportunité aujourd'hui à Mayotte de pouvoir devenir nos propres acteurs du développement touristique, de devenir des investisseurs, de monter des projets, de monter des structures par et pour les Mahorais. A noter qu'avant la fin de l'année, un schéma de développement touristique de Mayotte va voir le jour. Ce dernier, financé et réalisé par le conseil départemental, doit faire office de fil conducteur du développement.
pour les 10 prochaines années. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.